Bienvenue à tout le monde. Je suis contente, la salle elle est pleine, donc c'est trop chouette. Est-ce que vous savez où vous êtes ici? Non, vous savez pas où vous êtes. C'est un grand lieu sur la plaine, ça vous le voyez, c'est assez objectif. L'idée de cet endroit, c'est quoi? Je m'appelle Clotilde déjà, pour commencer. Je co-gère ce lieu avec un garçon qui s'appelle Rémi qui est là et un autre garçon qui s'appelle Pierre. L'idée de ce lieu, c'est de rassembler des gens qui font des choses techniques un petit peu dans le numérique. On crée un collectif dans ce lieu. Vous avez des gens qui gèrent un peu tous les aspects du numérique. Vous avez des gens qui font du design, vous avez des gens qui font du web marketing, vous avez des gens qui développent des applications, un petit peu tous les métiers. Et l'idée, c'est qu'on soit tous copains et qu'on travaille ensemble. On fait des formations. L'idée, c'est de faire monter en compétence les gens par le numérique. Vous allez me dire, mais ça fait quoi cet événement-là dans ce lieu? Parce qu'il faut se faire kiffer dans la vie aussi. Je vais raconter un peu l'historique et après je vais laisser la parole parce que vous n'êtes pas là pour m'entendre parler moi. Mais j'ai rencontré Laura qui a écrit le bouquin Madir Vagina qui va parler juste après. Il y a 1 an et demi, je dirais, à la briqueterie. Elle avait créé une application de rencontre qui s'appelait Oui. Et cette application de rencontre, c'était une application de rencontre à l'aveugle. Dis-moi si je dis n'importe quoi. C'était une application de rencontre à l'aveugle et on pouvait matcher sur des centres d'intérêt. Et puis au bout de 24 heures, la photo pouvait apparaître. On s'est rencontrés comme ça et c'était tarpin chouette cette appli. Et elle m'a dit waouh, mais j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Madir Vagina. Et puis entre-temps, elle a écrit un bouquin. Et ensuite, ça pouvait être chouette de faire une session de dédicace ici. Et après, on s'est dit waouh, ce serait pas encore plus chouette de faire un événement dédié sur le sujet de la vulve. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. L'idée de ce lieu, c'est qu'il peut faire transiter plein de formes de savoir différentes. Et hier, on avait un événement sur la bouffe. Voilà, donc on fait transiter plein de choses ici. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais peu à peu laisser la parole. On a 3 super speakers ce soir. On a du coup Laura qui a écrit ce bouquin Madir Vagina. Du compte Instagram éponyme. On va avoir juste après Margot, qui est street artiste, dis-moi si je dis aussi des bêtises, qui, vous allez voir, qui moule des vulves et qui les met dans la rue, mais pas que, et qui va vous expliquer sa démarche artistique. Et puis on va avoir Lisa, qui va nous parler de son documentaire « Mon nom est Clitoris ». Et puis elles vont parler toutes à la suite, et puis à la fin, on va avoir une petite session de débat, questions que vous pourrez leur poser. Donc gardez bien vos questions en tête et vous pourrez leur poser à la fin. Ça fait un moment que j'ai envie de faire des événements féministes à la briqueterie. Ça fait partie des choses qui m'animent, ça fait partie des choses pour lesquelles je me bats depuis un moment maintenant. Donc c'est le premier, mais ce ne sera pas le dernier événement. On aimerait bien faire des cercles de parole, faire d'autres choses. Notamment début décembre, normalement il va y avoir un événement sur la sextech, sur comment on entreprend dans la tech et à travers le sexe. Et voilà, et c'est un premier événement, il parle de vulve, il parle de vagin, et je voulais juste une petite précision, et après on pourra en reparler pendant le débat. L'idée c'est de aussi différencier sexe biologique et genre, et puis peut-être on en reparlera au travers des interventions, au travers du débat. Et voilà, je voulais juste mettre en avant cette petite chose avant de commencer les interventions. Et puis voilà, à toi Laura. Merci Clotilde. Bonjour tout le monde. Je suis très contente de faire ce talk, même si je suis un peu malade, donc si je parle pas assez fort, dites-le moi, surtout que ça n'est pas un micro, c'est un enregistreur. Du coup, voilà, c'est pour ça que ça n'augmente pas du tout le son de la voix. Du coup, pour reprendre juste les dernières paroles de Clotilde, en ce qui concerne le genre et le sexe, moi, dans ma présentation, je vais beaucoup parler de sexisme et je vais donner pas mal de chiffres, de statistiques, qui concerneront seulement les femmes et les hommes cisgenres, c'est-à-dire qui ont un genre, qui se reconnaissent dans le genre qu'on leur a assigné à la naissance. Donc pénis, garçon, vulve, fille. Donc voilà, moi, tout ce que je vais utiliser comme stats, parce que beaucoup de stats concernent que des hommes et des femmes cisgenres, seront sur ces personnes-là, et donc ne parleront pas des minorités de genre. Bref, voilà, ça c'était juste pour clôturer sur ce sujet-là. Donc,
pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le compte Instagram d'où est né My Dear Vagina, parce qu'avant d'être un livre, c'était un compte Instagram que j'ai démarré en 2018, début 2018, qui a pour but du coup de fêter la beauté et la diversité du corps humain. Donc en fait, je vais parler des personnes à vulve et pas de femmes, encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire. Et donc, voilà, c'est ode à l'amour, célébré et assumé par des mises en scène créatives. Donc, en fait, c'est un compte Instagram avec que des mises en scène de vulve. Donc, des mises en scène, c'est-à-dire des formes en amande, comme ça, très imagées, enfin, plus ou moins imagées selon les visuels. Il y a de tout médium confondu. Donc, on pourra trouver des photos, des illustrations, des collages, enfin, un peu de tout. Le but, c'est de fêter la diversité du corps humain. Et de montrer évidemment qu'il n'y a pas de normes, du coup que tous les corps sont normaux. Voilà, donc de décomplexer un peu sur la vision qu'on a du porno mainstream, de la vulve imberbe, avec les lèvres invisibles, etc. Mais avant de vous parler exactement de ce que je fais sur le compte, et du coup dans le livre, je voulais faire un peu une présentation du constat de la société aujourd'hui, qui n'est pas hyper fameuse pour l'instant, mais bon, ça va en s'améliorant. Et du coup, je vais commencer par la genèse du compte Insta, donc quand est-ce que j'ai eu l'idée, pourquoi j'ai eu l'idée, etc. Donc tout a commencé avec le mouvement MeToo. Je ne sais pas si tout le monde connaît un peu ce mouvement, mais c'est un mouvement social qui encourage la prise de parole des femmes, notamment pour montrer que le viol et les agressions sexuelles sont hyper courantes, en tout cas plus que ce qu'on a l'impression que ça l'est. Et ça sert aussi à permettre aux victimes de s'exprimer. Donc ce mouvement, il est né en fait en 2017 avec Weinstein et tout ce qui a suivi à Hollywood. Ça a démarré là. Et donc en fait, le compte Instagram a commencé un peu à me travailler à ce moment-là, mais sans savoir que j'allais faire un compte Instagram. J'étais plus dans l'idée que la situation me pesait. J'avais envie de faire quelque chose d'artistique. Parce que du coup, j'ai fait des études plus ou moins artistiques, en tout cas de design, donc ça rejoignait un peu ce que je faisais à l'école. Et donc voilà, l'idée a commencé à mûrir ici. Et donc du mouvement MeToo, s'en est suivi le mouvement Time's Up, qui est un mouvement contre le harcèlement sexuel, qui a été fondé début 2018 par des stars d'Hollywood qui ont ouvert la parole et dénoncé les comportements abusifs de certaines personnes, donc on connaît le nom. Donc ça, c'est première idée qui a germé dans ma tête, première graine. Et s'en est suivi un clip en mars 2018 de Charlotte Abramoff, je ne sais pas si certains connaissent, qui est une photographe et réalisatrice belge maintenant assez connue, qui a bossé notamment sur des clips d'Angèle. Enfin, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître en tout cas. Aujourd'hui, elle fait plein d'autres trucs, mais... Et donc, en mars 2018, elle a fait un clip qui s'appelle Les Passantes sur une chanson de Georges Brassens, qui est magnifique, enfin la chanson et le clip sont magnifiques, et sur les premières notes du clip, on voit ce qu'on voit à l'écran, les captures, donc vraiment sur les 10 premières secondes, qui sont des représentations de sexe dit féminin. Et donc moi j'ai vu ça, et j'ai trouvé ça hyper beau, et j'ai trouvé ça trop rapide, ça a duré 10 secondes, j'avais envie de voir plein d'autres choses, et je me suis dit, trop bien, je suis allée voir si ça existait, j'ai pas trouvé de compte qui répertoriait sur Instagram le travail de plein d'artistes. Par contre, il y a plein d'artistes qui travaillent sur ce sujet-là, mais de manière isolée. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de faire une sorte de galerie de sexe dit féminin sur un seul compte pour pouvoir montrer la diversité, encore une fois, des corps humains. Donc, tout a démarré ici, c'est-à-dire à peu près 2 jours après la sortie du clip. Donc, voilà pour un petit peu expliquer la naissance du projet. La démarche, évidemment, c'est un moyen d'introspection et d'expression de soi. J'ai repris un peu les paroles d'une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Camille Froide-Vaumétry, pour ceux qui connaissent, qui parle de tournant génital du féminisme et de bataille de l'intime. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui se passe. En fait, on a un féminisme qui est hyper revendicateur. C'est plus seulement le droit des femmes, on parle des droits du corps, de disposer de son corps librement. Et donc, ce projet participe à la visibilisation de notre appareil génital et sa représentation publique et décomplexée. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet hyper tabou de parler de son propre sexe pour les femmes, personnes à vulve. Et donc, le but, c'est de nous affranchir de ces dictats-là. Il est compliqué ce mot. Ces dictats-là. Et de donner des infos et des outils nécessaires pour combler les lacunes qu'on a à ce sujet-là et briser les tabous qui sont liés et les mythes qui sont liés.
Donc déjà, je vais commencer par répondre à la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ton compte s'appelle My Dear Vagina alors que tu montres des vulves. Donc mon cher vagin, alors que tu montres des vulves. C'est qu'en fait, à la base, quand j'ai décidé de faire le compte Insta, je voulais parler de l'appareil reproducteur dans son ensemble, l'appareil génital, pas seulement de vulve, parce que je pensais en fait qu'il n'y aurait pas jamais assez de contenu pour faire quelque chose de durable. Donc je me suis dit, je vais commencer par parler de vulve, et puis petit à petit, je ouvrirai sur autre chose. Mais en fait, j'ai reçu tellement d'images et de visuels que je me suis rendu compte que j'en aurais, pour une vie, à montrer ça, parce que je publie un visuel par jour depuis mars 2018, mais j'en ai des milliers d'avance, et donc voilà pourquoi mon compte s'appelle My Dear Vagina, parce que c'était à la base pour parler de l'appareil reproducteur dans son ensemble. Et donc, on va parler de tabous ce soir, mais pas que de tabous du corps, surtout de tabous, enfin du sexe, je veux dire, mais plutôt du tabou par rapport des rapports des personnes à vulve à leur sexe, donc à leur propre corps. Parce qu'aujourd'hui, une personne à vulve a du mal à parler de sa propre vulve. Donc évidemment, on n'en parle pas dans les médias ou dans d'autres... j'ai pas de mots. Mais on a du mal à parler nous-mêmes de notre propre corps. Donc pour faire une petite rétrospective, on va commencer par une définition, donc celle du mot féminisme, parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui peut être assez mal vu, en tout cas mal connoté. Alors qu'en réalité, quand je parle de féminisme, personnellement, je parle d'égalité pure et simple, plus pure et simple, entre les sexes et les genres. Et évidemment, il existe plein de féminismes différents, plein de définitions du féminisme différentes. En tout cas, ça, c'est la mienne. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on assiste à un féminisme hyper revendicateur qui veut rétablir la balance. C'est pour ça qu'il y a une profusion de comptes qui parlent, pour parler d'Instagram encore une fois, qui parlent de vulve. C'est qu'en fait, on a entendu parler de pénis toute notre vie, tous et toutes, mais jusqu'à ces dernières années, on n'a jamais entendu parler de vulve. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça explose, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment un besoin de rétablir la balance. Et évidemment, je précise qu'il n'y a pas de hiérarchie en termes de discrimination, parce que moi, je vais parler de cette thématique-là, mais il y en a d'autres tout aussi importantes, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Donc on va commencer par parler de la société genrée dans laquelle nous vivons, et en l'occurrence bigenrée, parce qu'il y a le genre féminin et le genre masculin, et aucun autre genre, en tout cas dans tout ce qui va être mainstream, donc les médias, etc. Déjà, ce qui est important, c'est que pour dépasser les stéréotypes de genre, parce qu'on a parlé beaucoup de sexisme, donc de stéréotypes, c'est important d'en prendre conscience. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont normales dans ce qu'on nous montre à la télé, dans ce qu'on nous montre sur Internet, dans ce qu'on nous montre de partout, mais en fait, c'est pas normal. Et ce qui est important déjà, avant de changer les choses, c'est de se rendre compte de ce qui est anormal, et donc de déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué depuis tout petit sur nos écrans. Donc, on va parler de stéréotypes de genre, de sexisme, à commencer par YouTube. Donc en fait, il y a une analyse qui a été faite récemment des 200 vidéos les plus consultées sur YouTube en France entre 2019 et 2020, donc très récemment même. Et cette analyse montre que parmi ces contenus, déjà tous montrent des stéréotypes de genre, donc en l'occurrence sur les comportements masculins, féminins, et que 57% présentent des stéréotypes masculins contre 39% de stéréotypes féminins. À savoir que les stéréotypes masculins sont associés à des valeurs positives, comme le courage et la puissance, et les stéréotypes masculins, évidemment, à des valeurs négatives, la sentimentalité, la vénalité, enfin le côté négatif de ces stéréotypes-là. Donc déjà, on se rend compte que voilà, 200 vidéos les plus vues, les plus consultées sur YouTube des 2 dernières années, c'est un peu la catastrophe. Donc évidemment, on vit dans une société hyper sexiste, et à tous les niveaux en réalité. C'est-à-dire, moi je vais parler de certaines choses, mais c'est un résumé infime de la situation d'aujourd'hui, juste pour comprendre pourquoi aujourd'hui on est tellement agacé de tout. C'est parce qu'en fait, quand on se rend compte de tout ce qui ne va pas, c'est usant, et mentalement c'est très difficile au fur et à mesure, quand on déconstruit, de garder notre calme et notre sang-froid, et de garder un sourire en parlant de ces sujets-là. Du coup, on va parler de santé, de travail, d'objets du quotidien, de mobilité. Et en fait, tous ces sujets-là, aujourd'hui, sont adaptés aux normes masculines. Et donc, du coup, inadaptés aux 50 autres % de la société, de l'humanité même.
Et donc, à commencer par l'école. Évidemment, les stéréotypes commencent dans les manuels scolaires. Donc, une étude pareille récente, 2017, montre qu'en CP, les manuels représentent 40% de personnages féminins, 70% de ceux qui font la cuisine et le ménage sont des femmes, contre 30%, 33% qui sont des hommes qui font du... Pardon, c'est n'importe quoi. 33% des femmes sont des personnages qui font du sport, et 3% enfin de ceux qui exercent un métier scientifique sont des femmes. Donc 3%. Donc on va voir juste après que ça se répercute automatiquement sur l'évolution de la présence des femmes dans l'éducation de l'enseignement supérieur, puisque, j'ai pas mes lunettes, 28%, pardon, les derniers chiffres c'est 2018-2019, 26% dans l'enseignement supérieur, dans des études d'ingénieurs sont des femmes. Donc c'est vraiment une minorité, mais ça s'explique pourquoi. Parce que dans les manuels scolaires, depuis qu'on est tout petit, en fait, les femmes ne peuvent pas faire des métiers scientifiques. Donc ça, c'est pour montrer vraiment qu'il n'y a pas dans nos gènes, hommes-femmes, des compétences déjà formulées. Donc les femmes, elles pourront être, par exemple, à 80% dans des formations paramédicales et sociales, parce que les femmes, elles prennent soin des gens, en fait, tout le temps, partout, y compris dans leur métier, et on s'en rend bien compte là, parce que 80%, c'est énorme sur des métiers sociaux. Donc, tout ça résulte encore une fois à des niveaux de sexisme au travail, pour parler de la vie professionnelle. Et donc là, on peut se rendre compte que 33% seulement des salariés dans les métiers du numérique sont des femmes. Encore une fois, les métiers de la tech, c'est pour les hommes, hein, c'est bien connu. Et tout le monde sait, je pense, à la briqueterie, qu'il y a beaucoup plus de gars qui bossent dans les métiers du numérique que de meufs. 15% sont dans le développement d'exploitation, de production, de gestion de projet, donc tout ce qui va être un petit peu à responsabilité. Et je ne vais pas tout vous dire, mais 9% des startups en France sont dirigées par des femmes en 2017. Donc voilà, c'est un petit peu... la catastrophe. Et pour parler du salaire, meilleur sujet de conversation, le salaire mensuel net moyen des femmes en France est de 16,8% inférieur à celui des hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette année, en 2021, les femmes ont commencé à travailler gratuitement à partir du 3 novembre. Voilà. Donc ce soir, je travaille gratuitement, évidemment. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a un réel problème et que ce problème vient évidemment de tout ce qui nous suit depuis qu'on a commencé l'école. Ah oui. Ah mais ça c'est véridique. Hein. Enfin vraiment, tapez-le sur Google, c'est... Bon. Du coup, pour parler un peu de sécurité. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Non, mais il y a des trucs... Je vous jure. Mais j'ai vérifié avant de poster cette image. Donc moi, je travaille dans des écoles aussi, je donne des cours, et je travaille dans une école d'automobile. Donc, où il n'y a que des gars, évidemment. Et je me suis dit, je vais un peu aller voir, du coup, dans ces domaines-là, ce que ça donne. Et je me suis rendu compte d'un truc horrible. Enfin, je me suis rendu compte. Pas moi, mais j'ai lu des études qui expliquaient que, depuis des décennies, donc depuis quasiment, je pense, toujours, le mannequin le plus utilisé dans les tests de collision mesure 1m77 et pèse 76 kg. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mannequin de taille masculine moyenne, donc plus grand et plus lourd qu'une femme. Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'en fait, on a 47% de risque supplémentaire d'être gravement blessé lors d'un accident, et du coup, 17% de plus de mourir. Voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote sympathique de la soirée. Ensuite, on va parler un petit peu santé. Pour parler des traitements, qui sont quasi tous, toutes pathologies confondues, testés majoritairement, évidemment, sur des hommes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les traitements aujourd'hui ont une meilleure efficacité pour soigner les hommes et qui peuvent avoir des effets secondaires qui ne sont pas pris en compte lors des études sur les femmes. Et donc, effets secondaires graves, non pris en compte. Et je donnais un exemple bête de vaccin, parce qu'on parle beaucoup de vaccins en ce moment. Bon, pas du Covid parce qu'on n'a pas assez de recul, mais de la grippe. Donc les chercheurs américains se sont rendus compte que les femmes produisent la même quantité d'anticorps que les hommes, avec moitié de la dose normale du vaccin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec une dose entière, les femmes
vont souffrir d'effets secondaires systématiquement, quasiment, quoi. Donc voilà. Je suis désolée, c'est pas très joyeux tout ce que je dis. Après, ça ira mieux. Là, c'est le côté un peu moins... Voilà. Pour parler un peu de recherche médicale, les chercheuses ne représentent que 25% des brevets déposés aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les femmes scientifiques ont 40% de moins de chances de commercialiser leurs idées de recherche, donc pour des maladies, que les hommes. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces inégalités-là, elles se traduisent par une minimisation, voire une invisibilisation des besoins médicaux des femmes. Donc ça veut dire qu'en fait, on a des maladies qui sont ultra communes, donc nous les femmes, pour parler par exemple l'endométriose qui touche une femme sur 10, c'est une maladie très peu connue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a majoritairement des hommes dans la recherche, et donc que forcément les hommes vont pas aller faire des recherches sur l'endométriose qui ne les intéressent pas, mais plutôt sur des cancers comme de la prostate qui touchent peut-être, je sais pas combien de pourcents, mais en tout cas pas beaucoup de pourcents d'hommes, contrairement à cette maladie-là. Voilà, ça c'était juste pour imager. Et donc on va arriver au sujet qui nous intéresse, c'est la culture. Avant de parler de nos sujets à nous, donc plutôt d'art, on va d'art graphique, etc. On va parler de culture en règle générale. Donc évidemment, ça on sait que pendant longtemps, tout ce qui va être lié à la culture a été interdit aux femmes. Donc on interdisait aux femmes de s'inscrire dans des écoles d'art, d'acheter de la peinture, de prendre des cours de dessin. Pourquoi ? Parce que les modèles étaient souvent nus, et il fallait surtout pas toucher à l'innocence féminine en les autorisant à faire ce genre de choses vulgaires. Et donc aujourd'hui, il y a une majorité de femmes dans les écoles d'art, selon les statistiques. Par contre, tout ce qui va concerner murs d'exposition et récompenses, vous allez voir juste après que la balance, elle est complètement inversée. On va commencer par parler de cinéma. Déjà, une réalisatrice travaille pour 24 réalisateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand vous regardez des films aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le male gaze, qui est le regard masculin, qui va sexualiser le corps féminin à des moments où il n'y aurait pas du tout besoin de le faire, c'est-à-dire quasi systématiquement. Et donc, ça pose problème, parce que on se retrouve toujours en fait à être habillé avec des jupes ras du cul, avec des décolletés énormes, avec des plans bien mal cadrés, etc. Et voilà, donc il y a aussi 23% des aides du ministère de la Culture pour des projets artistiques qui sont attribués à des projets dirigés par des femmes, et pour parler du CNC, donc du cinéma, 28%. Donc c'est un quart des projets. Ensuite, pour parler de cinéma, encore une fois, dans l'histoire du Festival de Cannes, donc qui a commencé en 1939, ça veut dire 74 éditions, il y a eu seulement 2 palmes d'or qui ont été attribuées à des femmes. Il y a 11 femmes seulement qui ont présidé le jury du Festival de Cannes depuis le commencement. Ensuite, il y a 12% de femmes qui ont reçu un Molière, 5% de femmes au Panthéon pour 62 hommes. Donc en fait, vous l'aurez compris, je pourrais donner des millions d'exemples pour vous expliquer qu'aujourd'hui, la société est ultra sexiste, mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, on nous demande, quand on revendique ça, de justifier. On nous dit, pardon, ah, je pense pas, non, t'as des chiffres ? Ouais, non, j'ai pas de chiffres, ah ouais, je pense pas que ce soit vrai. Ouais, d'accord. Du coup, en fait, tout ça, c'est pour un peu vous montrer que c'est pas du tout des affabulations, tout ça est bien réel. Donc là, je parle un peu d'Hollywood pour vous parler des clichés sexistes. Chez les hommes, on demande 7,2 fois plus d'attachés, 6,1 fois plus de galopés, 5,7 fois plus de tirés. Voilà, parce que c'est très viril et très masculin. Par contre, les femmes, on demande 7,4 fois plus de se blottir, 5,3 fois plus de pouffer et 5 fois plus de crier. Parce que... c'est un peu ça. Donc voilà, maintenant qu'on a bien parlé de sexisme et qu'on a compris que c'était bien réel, on va parler un peu de sexualisation. Donc on a commencé avec le male gaze et on va continuer, et plutôt de l'hypersexualisation. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'a rien de sexuel. Par exemple, vendre un parfum avec une femme qui le tient à poil sur son sexe. Ça, c'est de l'hypersexualisation, ça n'a pas lieu d'être. Donc ça c'est beaucoup utilisé évidemment dans la pub, dans les clips, les films, les magazines, enfin plein de supports. Et on assiste aujourd'hui du coup à une grosse hypocrisie à ce niveau-là, et au niveau du plaisir féminin, parce que notre société elle valorise l'hypersexualisation.
En revanche, elle stigmatise les femmes qui cherchent à accéder au plaisir, enfin, au vrai plaisir, pas au plaisir du spectateur qui regarde l'image. Du coup, là, c'était quelques exemples pour vous montrer à quel point c'est réel, ce que je vous dis. Donc tout ça, c'est des choses assez récentes. Là, il y a Perrier, Darty, American Apparel, Tom Ford, Jacques Mus, qui vend un très beau sac à main juste ici. Donc la jeune femme est toute nue sur un... Parce que quand on porte un sac à main, on se met souvent dans cette position. C'est un peu l'enfer. Et en fait, ça fait partie de notre quotidien, mais on s'en rend pas forcément compte quand on scrolle sur notre téléphone et qu'on voit des trucs comme ça. Ouais. Je vous invite à taper publicité sexiste sur Google. Vous avez 3 milliards 450 millions de pages, donc c'est super intéressant. Ouais. Enfin voilà. Du coup, tout ça, ça amène à quoi ? Aujourd'hui, ça amène à une culture du viol. Donc on va en parler un petit peu. Aujourd'hui, une femme sur 5 déclare avoir été victime d'un viol ou d'une tentative de viol au cours de sa vie. Ça veut dire une femme sur 5, on est combien dans 50 ? Je ne vais pas faire le calcul parce que je suis fatiguée. Mais ça fait beaucoup quand même. Voilà. C'est quoi la culture du viol ? La culture du viol, c'est des juges qui reprochent aux victimes leur tenue. C'est si tu couches le premier soir, il te prendra pour une fille facile. Si tu mets une jupe trop courte, il va te traiter comme une pute. En gros, la culture du viol, c'est montrer que le sexe est dégradant pour une femme, pour faire court. Et donc, sur toutes ces tentatives ou viols qui ont lieu, moins de 1% sont condamnés aux assises. Donc, voilà, c'est fatigant. Pour reprendre l'exemple des vidéos de tout à l'heure, il y a un tiers des vidéos, les plus vues sur YouTube du coup, qui présentent une image dégradante de la femme. C'est-à-dire des stéréotypes véhiculés dont une image dégradante et humiliante de la femme, des personnages stéréotypés, sexualisés, victimes de propos violents, qui contribuent donc à cette culture du viol. Voilà, on va parler un petit peu d'art maintenant, pour continuer. Et donc, pour prendre l'exemple, donc cette image a été beaucoup de fois reprise sur Internet. Ça parle du musée d'art moderne du Met Museum. Nous, on va parler plutôt, en France, du musée d'Orsay. Sur 4463 artistes de la collection permanente, on compte seulement 296 femmes. Donc, c'est moins de 7%. Par contre, 95% de femmes dans les musées sont représentées nues. Donc ça montre quand même un gros problème et déséquilibre de la vision des hommes, du coup, des femmes. Donc, ce sujet nous amène à cette phrase qu'on a beaucoup entendue, séparer l'homme de l'artiste, parce qu'aujourd'hui, on apprend plein de choses de plein de personnes qu'on idolâtre, enfin, en tout cas, qui sont connues. Alors, on va parler de cinéma avec Polanski, Woody Allen, de musique, Bertrand Cantat, d'art avec Picasso. Donc tous ces noms-là d'artistes, qui sont des artistes qui font peut-être un bon travail, enfin un travail qu'on peut admirer, sont accusés, sont victimes, n'importe quoi. J'ai même pas le mot, sont accusés de harcèlement, viol ou agression sexuelle. Donc en fait, ça marque vraiment tous les milieux, dont les milieux artistiques, dont les gens très célèbres. Et au contraire, on se rend compte que ça marque beaucoup les gens très célèbres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont visualisés comme des êtres dépassant la loi du commun des mortels. En fait, comme ils sont très connus, il ne faut surtout pas toucher les pauvres. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a écrit sur l'image. Mais en fait, quand aujourd'hui on apprend qu'un homme connu, célèbre, est accusé de viol ou de harcèlement ou de... Les vrais débats, c'est pas « oh la pauvre femme qui a subi ça ». Les vrais débats, c'est un viol. Je lis ce côté-là. Un viol, c'est n'importe quoi ces accusations. Tu parles, tout ce qu'elle veut, c'est lui ruiner sa carrière, une si belle carrière. Donc en fait, c'est ça les débats. Les débats, c'est le pauvre, la femme veut lui ruiner sa carrière. Et donc ça montre à quel point
on est en retard sur comment il faut réfléchir, en fait. On parle de femmes qui se sont faites violer, qui se sont faites attoucher, et on s'inquiète pour la carrière des hommes qui ont fait ça. Donc, tout ça pour dire, est-ce qu'on peut tout faire au nom de l'art ? Bah, je pense que vous avez compris ma réponse. Mais donc, se questionner, est-ce que c'est censuré ? Parce que du coup, ces artistes-là, il ne faut plus les célébrer, ces artistes-là, il ne faut plus aller les voir au cinéma, etc. Ça, c'est des visions personnelles, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais, en attendant, l'histoire est sexiste et c'est un fait, c'est pas une invention. La culture, c'est le fruit d'une société à un moment donné, dans un lieu donné. Et donc l'art ne fait que reproduire, en fait, ce que la société produit elle-même, donc qui est teinté de sexisme aujourd'hui. Et donc, pourquoi aujourd'hui les mentalités évoluent ? Donc aujourd'hui, on a beaucoup la question de séparer l'homme de l'artiste. Est-ce que c'est pertinent de porter de l'intérêt à des productions sexistes, ou est-ce qu'on doit refuser d'apprécier des œuvres d'artistes qui ont violé, battu, etc., des femmes ? La réponse, c'est quoi ? C'est que donc, l'art a toujours été présent pour permettre de se questionner sur la société, justement, dans laquelle il s'ancre, et donc que nous devrions évidemment être libres de pouvoir se questionner sur cette société-là et donc sur l'art qui en découle, aux mœurs datées, ou d'étudier ces œuvres de ces artistes à la lumière de leur comportement, évidemment. L'art, c'est un acteur culturel, c'est également une arme, on le sait, politique et sociale. C'est un message, une manifestation et une leçon qu'il faut vraiment aujourd'hui commencer à dépoussiérer. Donc ça, évidemment, c'est ma vision personnelle. Mais bon, je pense que c'est un peu limpide quand on écoute tout ce qu'on vient d'écouter. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler un petit peu d'un sujet plus léger, pas du tout, la censure digitale. Parce que personnellement, sur le compte Instagram, donc depuis que je l'ai ouvert, il y a 3 ans, je suis très censurée. Ça fait à peu près 2 ans que ça s'appelle shadowban, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Ça veut dire qu'en fait, le compte est complètement masqué des gens qui ne sont pas déjà abonnés au compte. Et les gens qui sont déjà abonnés voient beaucoup moins les publications. Donc il y a beaucoup moins d'interactions. Donc en fait, le compte est invisibilisé. Et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup aujourd'hui avec tous les comptes qui travaillent, qui sont féministes, sur le corps dit féminin, mais pas que, sur les personnes de minorité de genre, sur les personnes racisées, sur les personnes grosses, etc. Donc c'est un vrai problème. Et tout ça, pourquoi ? En fait, il y a une majorité qui sont censurés à cause d'un algorithme. Donc Instagram, c'est contrôlé par un algorithme, c'est automatisé, qui est complètement biaisé, et qui va censurer des corps... Je ne sais pas si vous voyez... Ah, je ne sais pas si je peux zoomer. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas si vous voyez... des corps stigmatisés dont je viens de parler. On peut voir sur l'image de gauche une femme très fine avec des normes de la société d'aujourd'hui. Donc une image qui n'a pas été censurée, où la femme est un petit peu sexualisée, très sensuelle, etc. Et à droite, une femme qui a un compte Instagram très drôle, qui fait que des parodies de ce genre d'image, mais qui est plus pulpeuse et qui fait ça surtout, qui cherche pas du tout à être sexy ou à être sexualisée. Et donc on voit que l'image de droite a été censurée, contrairement à l'image de gauche qui est la même position, etc., qui n'a pas été censurée. Et donc, après plusieurs semaines de débats entre elles, parce qu'elle a fait, suite à ça, elle a contacté Instagram, ça a fait tout un esclandre. Ils ont fini par lui rétablir, lui rendre son image visible en lui disant que l'algorithme s'était trompé, évidemment. Mais bon, ça, c'est ce qui se passe tous les jours. Et en fait, c'est tellement ridicule, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on censure le corps dit féminin sur les réseaux sociaux, mais ça va jusqu'à censurer donc les tétons féminin, c'est-à-dire que si on voit une image avec une femme torse nu, elle va être censurée, un homme torse nu ne le sera pas, parce qu'on sexualise l'anatomie dite féminine. Mais dès lors qu'on ne peut pas identifier la personne qui possède le corps qui est mis en scène, les images ne sont pas censurées. Et en fait, ça va jusqu'à ce petit garçon dont la maman doit tenir un compte Instagram, qui est censuré dès qu'il est torse nu, parce qu'en fait, on dirait une fille avec ses cheveux longs, selon les normes de la société d'aujourd'hui. Et c'est tellement stupide, cet algorithme, qui va, comme il a les cheveux longs, censurer le corps du petit garçon. Pour vous montrer à quel point ça va loin. Donc voilà, pour parler de censure digitale. Donc maintenant, on va parler des trucs un peu positifs. C'est les solutions. Comment on fait donc face à tout ça ? C'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. Évidemment, il y a plein d'idées et il y a plein de choses qui émergent aujourd'hui et c'est trop bien.
pour rétablir un peu la balance et changer les choses. Ça, c'est mes idées personnelles. Je me suis permis de faire une petite to-do list des trucs à faire pour améliorer la situation. Déjà, je pense que le premier truc à faire, c'est de mettre plus de femmes au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, dans la majorité des pays dans le monde, c'est des hommes, évidemment, qui sont au pouvoir. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les hommes vont s'occuper de leurs propres problématiques, qui sont très nombreuses et variées, en totalement oubliant les problématiques du sexe féminin, dit féminin, minorité de genre, enfin tout ce qui ne le concerne pas en fait, pour résumer. Donc je pense déjà que si on avait un peu plus de femmes au pouvoir, les choses s'arrangeraient plus rapidement. Ensuite, évidemment, l'éducation sexuelle à l'école, mais faite par des professionnels, parce qu'aujourd'hui, en fait, on demande aux profs de faire des cours d'éducation sexuelle qui sont complètement résumés et qui correspondent pas du tout à ce que ça devrait être, mais parce que ça ne sont pas des professionnels de santé, qui ne sont pas qui n'ont pas suivi d'études pour enseigner ce genre de choses. Donc en fait, eux-mêmes sont perdus. Donc soit il faudrait éduquer d'abord les profs pour éduquer les élèves, soit éduquer les élèves mais par des professionnels. Mais en tout cas, le travail pour l'instant, il est un peu il est mal fait. Ensuite, il y a beaucoup de coachs qui émergent aujourd'hui, ou de marques qui vont faire de la prévention et de la sensibilisation dans les lieux professionnels. Donc ça, c'est trop cool, dans les entreprises. Il y a beaucoup de séries qui émergent aussi. Donc il y a tout un mouvement de contestation de la culture sexiste avec Sex Education, évidemment, The Handmaid's Tale. Il y a plein de choses par les séries qui émergent beaucoup plus que par les films. Et donc ça, c'est super intéressant. Évidemment, détabouiser les médias, pub, télé, rendre les choses normales, parler de règles sans montrer du sang bleu. Bon, ça, on a un petit peu dépassé, mais c'est très récent, 2017. Donc, en tout cas, voilà, montrer des corps normaux et arrêter de montrer toujours la même chose. Décensurer les réseaux sociaux, parce qu'en fait, les comptes dits féministes participent gratuitement à ce processus éducatif. Nous, on n'est pas payés pour faire quoi que ce soit, mais pour ça, on le fait tous les jours. Et en plus de ça, on est censuré. Donc, évidemment, commencer par décensurer les réseaux sociaux et libérer la parole de partout, donc cellules familiales, intimes, professionnelles. En fait, on se rend compte, quand on ose parler de ces sujets-là, tout le monde a envie d'en parler. En fait, on commence à en parler, et là, d'un coup, c'est une conversation généralement qui fuse, et ça fait du bien à tout le monde, en fait. C'est tout simplement pour ça. Du coup, voilà, le rôle d'Instagram, aujourd'hui, c'est un support privilégié, parce que c'est un des seuls supports de l'expression graphique et de l'art féministe, qui est revendicateur, comme on l'a vu, qui veut rétablir la balance, comme on l'a vu, et montrer ce qu'on a trop souvent caché, parler de ce qu'on a trop souvent tué. Et là, je vous ai mis des petits exemples sympathiques, je pense qui sont un peu connus de tous. Orgasme et moi, je la présente plus, Jouissance Club non plus. Je m'en bats le clito, Mystère et boule d'orgasme, Marie Bonga, Marie Casaïs et Culot Créative, dont la fondatrice se trouve dans la salle, qui est un média féministe. Du coup, voilà, tous ces comptes participent à ça. Il y en a des millions, franchement, c'est à portée de main. Vous avez tous vos téléphones, comme moi, 18 heures par jour dans les mains. Donc, c'est vraiment facile d'accès. Et donc, le rôle d'Instagram, oui, face à la méconnaissance du corps, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que 6% des femmes atteignent l'orgasme par seule pénétration vaginale, mais que 73% des scènes de sexe dans le porno ne montrent que de la pénétration vaginale, dans le porno mainstream, grand public. Voilà, donc ça montre un peu le différentiel. Il faudrait un petit peu rétablir la balance, encore une fois. Et surtout qu'il y a 39% des femmes qui déclarent atteindre régulièrement, voire toujours un orgasme lors de leur rapport, contre 91% des hommes. Donc 39% contre 91%, ouais, c'est pas encore ça. Tout ça pour dire, enfin, que suite à la censure d'Instagram qui m'a un petit peu fatiguée ces dernières années, j'ai voulu changer de support. À la base, c'était plutôt un challenge créatif perso. Je voulais faire une vulve par jour pendant une année, 365 jours. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu envie d'en faire un vrai objet que d'autres personnes pourraient voir. Et je voulais aussi ajouter surtout une dimension pédagogique à la dimension artistique, parce qu'aujourd'hui, sur le compte Instagram, je montre que des visuels, mais je ne parle pas pas de pédagogie, pas d'éducation sexuelle, etc. Donc j'avais envie d'un support qui regrouperait cette fois-ci les deux. D'où la naissance du livre.
Donc l'éducation, évidemment, la rééducation pour beaucoup, démarre à la cellule familiale primaire, mais ça va beaucoup plus loin. Donc comme on l'a vu, c'est orientation scolaire, études supérieures, vie professionnelle, tout ça, ça nous suit toute notre vie, et donc il faut reprendre les bases pour tout le monde. Éduquer, rééduquer, briser les schémas que l'on reproduit automatiquement, c'est normal. On a été éduqué comme ça, on s'en rend pas compte, inconsciemment ou non, de génération en génération. Et donc, le but de tout ça, c'est quoi ? C'est déconstruire, lever les tabous, apprendre, s'informer, faire de la prévention, se redécouvrir ou se découvrir. On remet en question les normes hétéro-patriarcales, c'est la société dans laquelle on vit, les rapports de pouvoir, de domination masculine qui se jouent dans nos vies et surtout dans nos vies intimes, puisqu'on parle d'intimité. Donc voilà, créer un support pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'en 2019, seul un manuel d'SVT sur 8 représente correctement le clitoris, dont on va parler juste après, qui est le seul organe dédié au plaisir. Donc un manuel sur 8, c'est incroyable. L'enjeu, c'était de rendre ce livre accessible à tous, à toutes, en mélangeant donc des témoignages, des chiffres, des anecdotes, définitions, pour exposer les connaissances de l'appareil reproducteur, dont on dit féminin, mais pas que de la vulve. Et nous délivrer des fausses croyances qui nous sont inculquées par notre société. Voilà tout. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que c'était pas trop long. Et je donne la parole à Margot qui va nous présenter son travail.